Bonjour et bienvenue dans Capsule, votre série qui parle entrepreneuriat et parcours d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Marina Martelli qui a créé la première école de design à Ajaccio avant ses 30 ans. Rien que ça. Je suis Audrey Royer et Capsule est portée par la M3E et Podcast et financée par BPI France et la M3E. Bonne écoute. Donc, je m'appelle Marina Martelli, j'ai 32 ans, je suis présidente directrice d'une école de design à Ajaccio. Est-ce que l'entrepreneuriat t'a changé, Marina ? Alors, sincèrement, j'ai pas énormément changé. Après, j'ai toujours été une personne plutôt, introvertie. Voilà, je suis pas quelqu'un de très extraverti, sauf quand je suis sur l'école où là, je suis plus passionnée et obligatoirement, je suis obligée aussi de sortir un peu de ma nature. Mais c'est vrai que j'étais plutôt très timide, pas confiance en moi du tout. J'avais des idées, mais je me disais que j'étais pas à la hauteur et que c'était des choses vraiment trop compliquées. Donc, c'était pas gagné à cette époque-là, mais malgré tout, j'avais quand même la volonté de faire les choses, d'essayer et de me dire vraiment qu'on n'avait qu'une seule vie et la peur du regret. Donc, j'y suis allée un peu, je me suis, entre guillemets, fait violence pour pouvoir développer des projets à cette époque-là. Après, c'est vrai que le projet a commencé à se développer et puis la confiance est venue au fur et à mesure du temps. Peux-tu nous parler de ton parcours ? J'étais en bac sciences techniques de laboratoire, donc rien à voir. J'aimais bien le côté scientifique, je m'intéressais un peu à tout, mais voilà, je savais pas trop où aller, donc finalement j'ai atterri dans cette filière-là. J'ai fait toute ma scolarité au FESH, collège et lycée. Et c'est vrai que depuis toute petite, moi je voulais être styliste de mode. Donc je dessinais beaucoup dans ma chambre, il y avait des dessins sur les murs, même au sol. Et j'ai toujours voulu me diriger vers ces métiers-là. Par contre, partir la première année, c'était un peu compliqué pour moi, donc je me suis tournée un petit peu vers ce qui existait en Corse, et puis il n'y avait pas grand-chose. Voilà. C'est vrai que les filières qui étaient proposées étaient plutôt artistiques, on n'était pas dans le design, encore moins dans le côté mode, donc du coup, c'était beaucoup de frustration de ne pas trouver ce que je voulais sur place. Donc au final, je suis montée à Corté, j'ai fait des études de scientifiques pendant 2 ans, que j'ai pas trop réussi, hein, j'étais plus en soirée qu'en cours. Et puis au final, j'ai arrêté en fait mes études à Corté. Je suis revenue sur Ajaccio et puis ce projet de faire une école de design de mode vraiment ne m'a pas lâchée. Et c'est vrai que je me suis fait la réflexion encore une fois qu'on n'avait qu'une seule vie et que je voulais pas avoir des regrets plus tard en fait sur ma vie. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé dans j'ai fait plein de petits boulots différents pour mettre de l'argent de côté et pouvoir du coup avec l'aide de ma famille partir sur le continent à faire des études. Donc j'ai été femme de ménage, serveuse, secrétaire, je travaillais en maison de retraite, en agence de tourisme, j'ai été vendeuse en parfumerie, enfin je pourrais même pas dire combien de boulots j'ai fait pendant plusieurs années. Et puis au bout d'un moment, j'ai postulé dans une école de design à Bordeaux où j'ai été prise. Donc ça, j'avais 24 ans, donc c'était déjà un peu en retard, mais bon. Et du coup, à Bordeaux, donc je suis rentrée dans cette école, donc c'était vraiment un rêve éveillé pour moi, puisque effectivement, pour la première fois, je savais que j'étais à ma place dans une école de design où je pouvais créer, imaginer. Moi, ce qui m'a toujours plu, c'est vraiment cette créativité, la rendre réelle, que les gens puissent l'utiliser comme un vêtement, par exemple. Et quand je suis rentrée dans cette école, je me rappellerai toujours de la directrice, qui était une femme qui a énormément compté dans mon parcours professionnel, puisqu'elle m'a fait confiance. Et parce que j'avais un niveau qui était quand même assez bas, hein. J'avais jamais pris de cours, je savais pas dessiner. Et elle a voulu me faire confiance, en fait, et elle m'a intégrée, du coup, dans son cursus. Et je me rappelle quand j'étais dans son bureau, donc elle avait un collier de perles, des lunettes, et je me suis dit, j'aimerais bien être à sa place. Je sais pas, j'ai eu une image à ce moment-là où je me suis dit, ça doit être super d'être directrice parce qu'on reçoit des jeunes qui ont des rêves. Et on est là justement pour les aider à accéder à ces rêves-là. Je me rappelle que derrière elle, il y avait des dessins aussi de mode et c'est vraiment une image qui m'a marquée. Et puis après, l'idée s'est fait petit à petit quand j'étais dans cette école. Hein, donc j'ai fait 2 ans d'études en stylisme-modélisme. Et puis je me suis imaginée dans cette école comment j'arrangerais la décoration, quel cours je ferais ou
qu'est-ce que je ferais à la place de la directrice? C'était venu assez naturellement. Et puis est venue l'idée de se dire, ce serait bien qu'il y ait une école comme ça en Corse. Voilà. Bon, je pensais pas que ce serait moi qui la ferais à ce moment-là. Après, je suis rentrée du coup à Ajaccio, après avoir été diplômée. Et là, j'ai voulu m'installer en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, je vais travailler avec des marques locales pour développer des collections et participer au développement économique de ce secteur. Et puis, je suis tombée sur une publicité de la M3E, donc qui est la pépinière d'entreprise de la CAPA. Elle n'avait pas encore ouvert à ce moment-là, du coup, c'était vraiment les prémices. Donc, c'est un lieu où on peut louer un bureau. Donc, ça nous permet de ne pas être seul quand on monte un projet, qu'on est auto-entrepreneur. Et en même temps, on peut faire du networking, rencontrer d'autres entrepreneurs et aussi avoir du soutien, de l'accompagnement sur le marketing, la communication, les recherches de finances. Donc, au final, j'ai appelé. Donc, je suis tombée sur Audrey Paolet, qui est la directrice toujours actuelle de la M3E. Et elle m'a dit, venez avec grand plaisir. Donc, au final, on a énormément accroché avec Audrey, Linda, Marie-Luce, toute l'équipe. Donc, j'ai pu louer un bureau là-bas. Je suis restée 2 années. Et pendant ces 2 années, donc, j'ai commencé à reparler un petit peu de ce projet. Voilà, ce serait bien que quelqu'un fasse une école de design. J'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à la M3E. Et au final, on m'a dit, vas-y, qu'est-ce que tu attends, quoi. Donc, en gros, voilà, à aucun moment, je me suis imaginé que je pourrais monter une école de design. Parce que déjà, j'ai jamais été directrice d'école. J'avais juste en poche, finalement, les 2 années de diplôme de stylisme-modélisme. Donc, c'était vraiment un projet totalement fou. Et pour moi, c'était bien sûr, moi je montais une école de design, en plus avec le manque de confiance en moi, c'est vrai que c'était assez compliqué à cette période-là, mais finalement la passion était tellement forte et l'envie justement de participer et d'aider d'autres personnes comme moi qui ont été perdues dans leur parcours scolaire à se dire, moi je suis créative, il n'y a rien sur place, j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on m'accompagne. Je me suis dit qu'il y avait d'autres personnes et peut-être qu'il y avait quelque chose à faire pour ces autres personnes-là. Et puis au final, je me rappelle, je suis rentrée dans le bureau que j'avais à la M3E, j'ai pris une feuille blanche et j'ai commencé à écrire, allez, si je faisais une école, à quoi elle ressemblerait. Donc j'ai commencé à la dessiner, à l'écrire avec des murs un peu terracotta, puisque c'est ma couleur, c'est côté très méditerranéen. Le fait aussi qu'il y aurait plein de dessins au mur, puisque c'était comme ça que moi, j'arrivais à créer, justement. J'ai commencé à écrire un peu le profil des professeurs, les cours qu'il pourrait y avoir dans cette école, la manière dont ce serait aménagé. Donc, un nom. Après, je me suis dit, quel nom je pourrais trouver à cette école? Et Subdesign est sorti en quelques secondes, en fait. C'était évident. C'était le plus simple possible, en fait, un supérieur et design. Donc, tout de suite, j'ai vu qu'il était disponible sur l'INPI, puisque je suis allée voir pour le protéger. Je me suis dit, allez, je me fais entre guillemets un kiff. Je vais protéger ce nom. Il n'y était pas, donc j'étais très, très contente. Et puis, au bout d'un moment, donc ça a pris à peu près 6 mois, comme ça, à écrire. Donc, j'ai rempli des classeurs et des classeurs que j'ai toujours. Et puis après, l'école, elle est devenue tellement réelle, en fait, qu'au final, dans le cadre où j'étais avec ma famille qui me soutenait et puis la M3E qui était autour du projet et qui me poussait, en fait, le projet, de manière très naturelle, très fluide, finalement, il a pris vie. Donc, il n'y a pas vraiment un moment précis où je me suis dit, je me lance. C'est-à-dire que ça a été une idée folle. La question de se dire, ce serait bien que quelqu'un le fasse parce qu'il y a un vrai besoin. Et puis après, au bout d'un moment, le truc de se dire, allez, si je l'imagine, on est fou pendant un petit moment, qu'est-ce que ce serait? Voilà, donc ça arrivé tout naturellement sur ce projet. Ça a mis 2 ans à être monté finalement. Parce qu'après, il y a eu la partie la plus difficile parce que l'idée, le montage du projet, c'est passionnant. Par contre, aller trouver les partenaires, les financiers, c'est très intéressant aussi, mais c'est une démarche qui est encore autre et très compliquée où là, il faut se mettre en avant, il faut se vendre. On est devant des gens qui ne vous attendent pas forcément non plus. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une partie qui est très compliquée qu'on n'apprend pas du tout à l'école. Donc, finalement, on fait ses armes à ce moment-là. On se met à nu aussi parce qu'on dévoile en fait un projet sur lequel on a passé des jours, des nuits, des années entières devant des gens qui vont vous dire non, c'est nul ou ça ne marchera pas, ou... parce que j'en ai eu énormément. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué cette période-là, mais après, au final, l'école a ouvert en 2019 et on a commencé à 4 étudiants. Aujourd'hui, ils sont une trentaine et puis l'année prochaine, on ouvre une 3e classe. Donc voilà. Effectivement, moi, à l'école, j'étais considérée comme une élève très moyenne, même un peu en dessous de la moyenne. C'est vrai que c'était compliqué à l'école, c'est qu'en fait, la créativité ou tout ce qui est
entre guillemets intelligence émotionnelle, donc l'empathie, l'esprit d'équipe, etc. C'est pas valorisé. On est sur des intelligences mathématiques et c'est vrai que ou littéraires. C'est vrai que du coup, quand vous avez des personnalités ou des profils qui sont plutôt créatifs, à ce moment-là, ils se retrouvent en dehors finalement du système et ils pensent que justement ils sont traduits par une note, c'est-à-dire moi je vaux 10, moi je vaux 9. Donc c'est très violent finalement pour des jeunes qui veulent se construire, surtout quand on n'a pas cette ouverture de se dire c'est pas parce que je suis pas bon en sciences, en physique ou en mathématiques ou en lettres que je peux pas apporter quelque chose à la société, que je peux pas avoir un impact, que je peux pas être utile en fait. Et c'est vrai que moi effectivement toute ma scolarité, du coup je me suis considérée comme une personne qui n'arriverait pas à grand chose dans la vie, puisqu'effectivement la société elle-même par l'éducation nationale vous dit vous êtes pas bon, vous êtes moyen, voilà. J'ai eu beaucoup de professeurs qui m'ont dit je sais pas ce que tu vas faire dans ta vie, ou il y a personne qui voudra de toi, ça on me l'a déjà dit aussi, parce que voilà, il y avait ils trouvaient pas en fait chez moi quelque chose, la forme d'intelligence qui est définie par l'éducation nationale. Donc ça, c'est vrai que ça a été assez compliqué à vivre, d'autant plus que j'ai une sœur jumelle qui, elle, est... elle est très intelligente, mais elle est très très forte en mathématiques. Donc en fait, elle avait de très bonnes notes à l'école. Il y avait ce comparatif sans cesse entre ma sœur jumelle, qui aujourd'hui est ingénieure, qui a une très bonne note, un très bon bulletin par les enseignants, et moi, du coup, dans la même classe, qui suis en dessous, moyenne, et bon, on sait pas trop ce qu'elle va faire, elle, du coup, derrière. Donc ça a été très compliqué, et finalement, je me suis définie comme quelqu'un qui avait pas de capacité pendant très longtemps. Par contre, du coup, je me suis beaucoup réfugiée dans le dessin, la créa, donc j'écrivais des livres, je faisais des bandes dessinées, je dessinais tout ce que je voyais, je dessinais des vêtements, etc. Et c'est vraiment ce côté-là qui m'a fait m'évader et qui m'a aidée justement à quelque part à me dire que j'avais des capacités, je savais faire des choses, c'est juste c'était pas forcément reconnu. Donc ça a été compliqué, c'est pour ça qu'à la fin du baccalauréat, finalement, je me suis dit, je vais me diriger vers les sciences à Corté, parce qu'effectivement, je voyais pas vraiment d'endroit où je pourrais aller. Il n'y avait pas forcément de perspective pour moi, parce que je savais très bien que j'allais être acceptée nulle part, que j'avais pas le niveau. Et c'est ça qui a été compliqué. Mais c'est effectivement en prenant de l'âge, après, qu'on se dit, je vais pas passer à côté de ma vie, je vais quand même tenter, et au pire, j'échoue. C'est à partir du moment où j'ai plus peur de l'échec, on va dire, que j'ai réussi, que j'ai osé faire les choses. Parce que quand on se détache de la peur d'échouer, finalement, on se dit, si j'échoue, c'est pas grave, je retenterai derrière, ou alors je passerai à autre chose. À partir de ce moment-là, on se libère totalement et on y va. Voilà. Donc c'est vrai que finalement, le parcours scolaire, la manière dont s'est développée l'éducation nationale, c'est vrai que moi, ça a été vraiment quelque chose de très cassant, en fait. Voilà. Et c'est pour ça que quand après, je suis allée à Bordeaux et que là, on m'a donné cette confiance-là, du coup, ça a été totalement différent par la suite. Et je pense qu'il y a énormément de jeunes qui sont dans ce postulat-là. Moi, je les vois à l'école, même, qui rentrent chez nous, qui nous disent qu'ils sont nuls, qu'ils savent rien faire, qu'ils sont bons à rien, et on leur demande mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Et là ils nous montrent les bulletins, là j'ai 9, là j'ai 8, là j'ai 7. J'ai dit ok, donc c'est ça qui te définit toi dans toute ta complexité, c'est ta note en mathématiques, etc. Et souvent on leur dit mais du coup ta créativité c'est quelle matière, ou ton empathie ou ton esprit critique, ton envie d'aider les autres, c'est quoi? C'est en mathématiques, c'est en sciences, etc. Et c'est là qu'ils comprennent qu'effectivement c'est important bien sûr toutes ces notions là, mais par contre il y a autre chose et on n'est pas défini que par ça. Qu'est-ce qui t'a permis d'avancer sur ce projet? C'est vrai qu'encore une fois il n'y a pas eu un moment précis, ça a été un cheminement. Effectivement, j'étais soutenue ici, mais moi, ce qui m'a vraiment aidée, c'est d'avoir la caution en fait du monde professionnel autour de ce projet-là. C'est vraiment ça qui a fait que j'ai pris confiance dans le projet. C'est-à-dire que, encore, ça a été compliqué à plusieurs titres pour le développement du projet, parce que on n'y croyait pas trop forcément, en dehors de la M3E et de ma famille. Donc ça a été compliqué. Par contre, quand je suis partie sur le continent pour trouver des partenariats, j'ai vu une vingtaine d'écoles de design. J'ai rencontré des directeurs parmi les plus grands dans le monde du design, des personnes que je suivais depuis des années sur les conférences sur Internet, ou que voilà, c'était vraiment des idoles pour moi, et je les ai rencontrés. Donc ça, c'est vrai que ça a été quelque chose d'assez incroyable, parce que je me suis présentée, j'ai appelé, bonjour, je m'appelle Marina.
Je monte une école de design en Corse, j'aimerais bien vous rencontrer parce que j'aimerais avoir vos conseils. Donc je me suis dit j'y vais au culot parce que des personnes comme ça, voilà, elles ont autre chose à faire. Et en fait, ça a été un grand oui. Donc on m'a invitée dans ces écoles-là, j'ai participé à des jurys de fin d'année, j'ai rencontré les professeurs, j'étais dans les bureaux des directeurs pour travailler sur le programme. J'ai eu un accueil qui était quand même assez extraordinaire. Et toutes ces personnes, en fait, m'ont dit que c'était assez incroyable qu'une jeune femme, puisqu'à l'époque j'avais 27 ans, du coup se lance dans un projet de cette envergure, qu'en plus c'était un projet très pertinent parce que la Corse c'était un territoire exceptionnel, il n'y avait pas d'école de design, d'ailleurs c'était une question qui tournait un peu dans les écoles de design sur le continent, pourquoi il n'y a pas d'école en Corse, il y a plusieurs qui pensaient aussi se positionner dessus, et puis c'est vrai que c'est eux qui m'ont fait comprendre en fait qu'il y avait quand même beaucoup d'audace dans ce que je faisais. Moi je m'en rendais pas du tout compte en fait, moi j'avançais par passion, mais pour moi, il n'y avait rien d'entre guillemets d'exceptionnel. Et c'est vrai que ce regard extérieur de personnes que j'admirais depuis des années sur le fait que le projet avait vraiment un sens et un intérêt, j'ai commencé à prendre confiance en moi et j'ai commencé vraiment à assumer pleinement en fait le fait de vouloir faire une école en Corse. Au début, c'était un peu timide et après, c'était je mets les pieds dans le plat, voilà, je m'appelle Marina, oui, je suis jeune, oui, j'ai pas d'expérience, mais je suis animée par quelque chose qui est très très fort, je sais où je veux aller, les convictions sont là, donc en fait, il n'y a aucune raison. Oui, je vais me planter, oui, je vais recommencer, oui, ça va s'améliorer, oui, je me replanterai, mais c'est pas grave, qui ne se plante pas finalement. Donc en fait, à partir de ce moment-là, c'est vrai que par ces échanges avec les directeurs, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidée. Donc j'ai changé même physiquement parce que voilà, j'étais plutôt basket, jean dans mon coin. Donc j'ai commencé à acheter des blazers avec des épaulettes, à mettre des talons, à me maquiller différemment aussi. Parce que c'était aussi le fait de s'assumer entre guillemets aussi en tant que femme chef d'entreprise, puisque ça c'est aussi un autre sujet qui est un peu compliqué aussi quand on est une jeune femme. Voilà, il y a des remarques comme tout le monde, hein, mais voilà, c'est vrai que ça peut aussi casser. Donc j'ai assumé pleinement toutes les facettes en fait du projet, et c'est vrai que ça a été assez fort à ce moment-là. Donc c'était quelques mois avant l'ouverture de l'école. En fait, hein, voilà. Après, il y a une autre personne aussi qui a été très importante dans ce projet-là. Ça a été mon banquier, Monsieur Ross. J'ai vu à peu près 9 ou 10 banques à peu près, plus après des investisseurs, j'en ai vu 5 ou 6 je crois, des éventuels mécènes, des business angels, et j'ai eu que des refus. En tout, je sais pas, parce que on a un projet, on a des idées, mais après si on n'a pas l'argent, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on est bloqué, même si on va donner tout son temps, etc., mais on est bloqué. Et c'est vrai que dans tout ce parcours-là, j'ai eu à peu près une quinzaine, 16 peut-être refus en fait de financer le projet. Et ça a été dur parce qu'à chaque refus, même si on lâche pas, on continue, c'est quand même des réunions qu'on prépare. Encore une fois, on se met à nu, on défend le projet, et après on vous dit non. Alors des fois c'est non tout simplement, et des fois c'est non, ça marchera jamais, vous n'avez pas les épaules. Ici, en Corse, le design, tout le monde s'en fout. Donc ça a été beaucoup de choses qui finalement peuvent vous dire j'arrête. Et bon, moi c'est vrai qu'à aucun moment je me suis dit j'arrête. Hein. Depuis 4 ans, il n'y a pas une seconde où je l'ai envisagé. Mais c'est vrai que c'est quand même des coups durs qui font qu'on continue d'avancer, mais avec plus de difficultés. Et au final, c'est un directeur de banque, du coup, Monsieur Ross à Ajaccio, qui m'a reçu alors que sa banque avait dit non. Du coup, il m'a reçu, il a dit qu'il allait redéfendre le dossier parce que lui, il y croyait à fond en fait, et qu'il était hors de question de passer à côté de ce projet-là, qu'il voulait le soutenir et que c'était son rôle aussi de banquier justement de soutenir ces entreprises du territoire. Et au final, il a défendu bec et ongle, il est parti à Marseille et puis il m'a appelé pour me dire que c'était bon. Donc ça a été un moment très fort aussi. Ça a été une personne de plus en fait qui s'est battue pour le projet. Et ce qui a fini finalement de cette confiance-là. Après, sincèrement, 3 ans et demi après, on peut pas dire que j'ai pas confiance en moi aujourd'hui parce que je fais quand même beaucoup de choses. Je crois dans le projet, j'ai aucun doute sur le projet. Après, la remise en question, encore une fois, elle est quotidienne. Est-ce que je peux améliorer ça? Comment je peux faire mieux? Même le projet évolue, on demande beaucoup l'avis aux étudiants.
quel est leur avis, comment on pourrait faire différemment, est-ce qu'il y a des cours qu'ils voudraient en plus, en moins, qu'est-ce qui ferait qu'ils seraient encore mieux, plus épanouis, les projets professionnels. Donc la remise en question, mais c'est pas un manque de confiance en soi, c'est le fait de s'adapter, de faire évoluer le projet. Par contre, effectivement, j'ai toujours ce truc, voilà, quand je dois parler en public, je suis pas à l'aise, c'est pas mon truc, mais en même temps, il faut le faire. Quand des fois, encore une fois, il faut défendre le projet ou aller voir des partenaires, on espère toujours que le projet sera bien compris aussi. Donc finalement, c'est un travail perpétuel et je pense que tout au long de la vie du projet, on a toujours des doutes. Mais je pense que c'est très positif parce que c'est ce qui permet justement de s'améliorer sans arrêt aussi. Après, c'est toujours compliqué de dire qu'on a confiance en soi parce que ça peut être vu comme le fait que moi, je suis sûre de moi et je me remets pas en question, j'écoute rien et tout va bien, tu vois. Et c'est vrai que c'est pour ça que la confiance en soi, c'est compliqué comme question. Parce que pour moi, d'avoir trop confiance aussi, c'est négatif, voilà. Donc je pense qu'il faut le juste milieu entre avoir confiance en son projet, parce que sinon on le fait pas. Si on n'est pas sûr de ce qu'on fait, entre guillemets, là, c'est vrai qu'on va pas prendre le risque aussi, parce qu'après il y a d'autres personnes qui sont en jeu. Mais par contre, il faut un minimum de confiance pour pouvoir avancer, pour pas se brider et se bloquer. Et il faut un minimum de non-confiance pour continuer cette remise en question. Ça, c'est important. Qu'est-ce qui te semble le plus important quand on se lance dans un projet ? Je pense que c'est très important d'avoir des gens qui croient en nous parce que pour moi, il y a énormément de gens qui ont beaucoup de potentiel, qui ont des idées. Tout le monde, pour moi, est capable d'avoir des idées. Sauf que, en fait, les idées s'arrêtent parce qu'il y a le manque de confiance en soi. Mais ça, il faut pas que ce soit un élément bloquant. Le manque de confiance en soi, c'est ce qui fait qu'on va se remettre en question, qu'on va essayer de s'améliorer. Mais en aucun cas, ça doit nous empêcher de faire quelque chose. Puisqu'au pire, on rectifie le tir ou on améliore les choses, de toute façon. C'est impossible de sortir un projet ou d'être 100% au top dès le premier coup. Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, le fait que derrière, il y ait des gens, on se sente entouré, on se sente soutenu et accompagné, c'est vrai que ça vous crée en fait un environnement qui est vraiment propice au développement de l'idée. Et la confiance en soi, elle va venir quand même au bout d'un moment, ça c'est normal. Et c'est vrai que le fait que ma famille ait cru en moi, qu'à la M3E, effectivement, elles aient cru en moi et tout de suite, je veux dire, ça a été très rapide. Je pense qu'elles ont vu aussi la passion chez moi. Parce que c'est vrai que je suis assez introvertie, mais quand je parle de l'école, c'est vrai que c'est la passion qui m'anime et c'est quelque chose qui est très sain aussi. Derrière, il y a une vraie volonté d'aider les étudiants, de participer au développement de ces métiers magnifiques. Donc, en fait, la motivation est tellement pure, quelque part, saine, que c'est vrai qu'elles ont cru en moi assez rapidement et elles ont fait le maximum pour qu'on puisse s'épanouir. C'est vrai que la M3E, ça a été une chance énorme pour le projet. Et ce qui est important aussi, malgré... dans ce parcours-là, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas cru dans le projet. Alors, c'est pas personnellement moi, tous les entrepreneurs pourront s'y retrouver. Il y a des gens qui vous disent, ça va jamais marcher, ton projet, il est bidon, vous n'avez pas les épaules pour faire ça, etc. Ça, il y en a plein, beaucoup plus que des gens qui ont cru dans le projet. Et au final, il n'y a personne qui a le pouvoir, en fait, de vous dire que votre projet, il est nul. Ça, c'est impossible. Si vous créez dans votre projet, après, il faut rester ouvert sur ce qu'on nous dit parce que c'est ce qui permet de se positionner, de comprendre comment on peut améliorer les choses, être au plus près du besoin, etc. Mais il n'y a personne qui peut vous dire qu'un projet est nul. Parce que moi, on me l'a dit 150 fois et au final, le projet aujourd'hui, on peut dire que ça fonctionne, qu'il est là, il fait parler de lui. Donc en fait, c'est ça qui est important. C'est de se dire que si vous créez votre projet, il n'y a aucune raison de ne pas aller jusqu'au bout. Finalement, le vrai échec pour moi, c'est d'abandonner un projet. C'est la seule manière d'échouer, c'est celle-là, quand on croit dans son projet. As-tu rencontré des difficultés pour créer ton école ? Effectivement, le fait d'être une femme, ça a ses avantages, entre guillemets, et ses inconvénients. C'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup de remarques au début sur le fait que j'étais là pour faire les photos, ou alors est-ce que c'est vous qui avez fait le business plan, ou alors qui c'est qui travaille derrière vous, etc. Ça, il y en a quand même beaucoup, pas mal. Encore aujourd'hui, ça m'arrive d'en recevoir, mais bon, maintenant, ça me passe au-dessus de la tête. Heureusement, ça reste une minorité. Après, c'est vrai que y a cette image où, effectivement... la femme, quand elle est à la tête d'une entreprise, est-ce qu'elle va pouvoir tenir l'entreprise ? Est-ce qu'elle aura assez d'autorité aussi ? Au contraire, je pense qu'on peut justement, en tant que femme, il y a d'autres formes qui rentrent en jeu. Après, je veux surtout pas tomber dans les clichés, mais c'est vrai qu'on va plus être dans le dialogue, c'est une réalité, en tout cas, sans être trop dans les clichés, mais je pense que d'une manière générale, on va plus être dans le dialogue, dans l'écoute,
peut-être que d'autres chefs d'entreprise, hommes, qui auront peut-être pas forcément cette fibre-là. En tout cas, c'est vrai que ça a été quand même compliqué en tant que femme. Je vais pas mentir. Je pense que ça m'a desservi d'un côté pour la recherche de financement. Pour moi, ça, de manière évidente, je le ressens vraiment comme ça. C'est mon expérience personnelle, je ne fais pas de généralité, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Par contre, ça m'a énormément servi sur l'image de l'école, dans le sens où justement on veut valoriser les femmes chefs d'entreprise. Il y a vraiment un discours politique, social qui veut mettre en avant la femme chef d'entreprise. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, il y a eu même avec l'ADEC le prix l'entrepreneuriat féminin que j'ai eu il y a quelques années. On veut valoriser justement cette vision de la femme. Donc dans ce sens, ça m'a énormément servi pour l'école. Je pense que ça a beaucoup participé à la communication aussi du départ, parce que j'ai quand même eu de la chance d'avoir beaucoup de magazines, beaucoup de presse, j'ai fait pas mal d'émissions télé, et je pense que le fait d'être une femme jeune, ça a aussi attiré justement cette image qui correspond en fait au discours que défend la société sur le fait que les femmes et les jeunes du coup sont aussi dans cet esprit d'entreprendre. Donc je pense que ça m'a desservi d'un côté financier, ça c'est sûr. Par contre, du côté communication, là, ça m'a énormément servi. Donc finalement, ça a été quand même, au final, en résumé, ça a été quand même une chance. Ce qui a été très touchant pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir encore aujourd'hui, justement pour me dire que mon expérience a été un modèle pour elles, parce que ça leur donne confiance, en fait, qu'une femme, justement, peut développer une entreprise, peut être entre guillemets l'égal de l'homme, peut gérer des personnes qui sont plus âgées aussi, et c'est ça qui m'a beaucoup touchée encore une fois, c'est le fait que d'autres femmes aient pu, à travers cet exemple-là, finalement se dire moi aussi finalement je peux me lancer, je peux tenter des choses. Ça a été assez important aussi pour moi. Et encore aujourd'hui, c'est le cas. Après, le fait d'être jeune, c'est sûr qu'au niveau de la crédibilité, on peut vous remettre en question. Vous n'avez pas d'expérience, etc. Alors moi, j'ai une équipe autour de moi, bien évidemment. Je ne suis pas seule. Il y a une dizaine d'enseignants autour de moi, entre guillemets, de tout âge. Donc, c'est vrai que je m'appuie, bien sûr, sur l'expérience. Après, je fais partie aussi, avec les écoles, on a beaucoup de partenariats sur des écoles qui sont là depuis 50, 60 ans. Donc, il y a vraiment tout un réseau autour de moi. Et finalement, le fait d'être jeune aujourd'hui, entre guillemets, je pense que ça va apporter justement cette adaptabilité en fait au monde en pleine mutation dans lequel on est sans arrêt. Il y a une ouverture d'esprit qui est différente et une vision qui est différente aussi. Donc je pense que c'est un atout vraiment, vraiment aujourd'hui, mais après il faut savoir bien s'entourer. Bon, comme dans tout projet, c'est une évidence. Tout ça, c'est possible. Après, c'est vrai que j'ai aussi 3 autres petite activité. Je suis engagée à EPA, l'association Entreprendre pour apprendre, parce que ça rentre dans mes valeurs. Hein. C'est aller à la rencontre des lycéens, des collégiens, développer l'esprit d'entreprendre. Donc, j'interviens du coup à travers cette association depuis des années. Après, je suis élue à la Chambre de commerce aussi depuis plus d'1 an et demi. Donc, pareil, c'est le monde économique. Ça permet d'avoir un autre aspect aussi du territoire sur la connaissance du coup des entreprises, qui est très important pour moi personnellement, mais aussi dans mon travail ou pour l'école, parce que ça me permet de bien comprendre comment fonctionne le territoire. Et ensuite, depuis assez récemment, depuis quelques mois, je me suis engagée au comité exécutif d'Ajaccio, le mouvement, qui est un mouvement, on va dire, ajaccien. Donc, c'est pas vraiment, c'est pas une politique particulière, puisque tous les bords politiques font partie de ce mouvement-là. Mais c'est un mouvement qui veut travailler sur des projets pour Ajaccio, qui a pour ambition justement de faire monter ces projets du coup à la mairie pour pouvoir les développer. Et c'est vrai que cet aspect entre guillemets, cet aspect politique quelque part, c'est une politique de projet, même s'il n'y a pas d'étiquette. Mais cet aspect politique-là, effectivement, m'intéresse beaucoup, puisqu'encore une fois, ça rentre dans mes valeurs. C'est le fait de développer des projets, le fait d'avoir un impact sur la société, le fait d'être au contact des gens, de les écouter, de développer des solutions. Hein. Donc c'est du design finalement aussi quelque part. Hein. C'est du projet. Donc c'est vrai que j'ai tous ces aspects-là qui finalement sont différents, mais font une complémentarité pour moi. Il m'apporte finalement dans mon expérience professionnelle un profil, que ce soit pour l'école, la chambre de commerce, Ajaccio, le mouvement, EPA, etc. Ça m'apporte un profil justement avec une vision assez large, je pense. Et j'en fais après, entre guillemets, bénéficier du coup cette école-là, enfin l'école, puisque ça lui permet, au-delà de la formation aussi, après de pouvoir travailler avec les étudiants sur l'intégration dans le monde économique. Aujourd'hui, as-tu plus confiance en toi et en ton projet ?
Alors oui, je suis convaincue en fait du projet, de sa pertinence. On a quand même beaucoup de retours maintenant. On a 3 ans et demi derrière nous, donc on voit que les étudiants sont très épanouis. Ils ont des superbes opportunités professionnelles. Toutes les parties prenantes du projet sont ravies. On voit un réel intérêt aussi de la part de tout le monde, hein, que ce soit public, le privé, pour l'école et l'impact que ça a sur le territoire. Donc c'est vrai que on est bien évidemment convaincu du projet. Après, je dirais pas qu'aujourd'hui j'ai vraiment changé. J'ai toujours cette part de encore besoin d'avoir confiance en ce qu'on fait. On se remet en question tout le temps aussi. C'est vrai que la confiance en soi, on l'a jamais à 100% puisqu'on a besoin aussi de se dire est-ce que je peux faire mieux la prochaine fois. Et en même temps, on va aussi pas être trop exigeant avec soi-même dans le sens où on fait tous des erreurs, on apprend de nos erreurs. Ce qui compte, c'est juste de rectifier le tir à chaque fois. Donc oui, j'ai un peu plus confiance en moi, mais c'est pas encore ça. Voilà. Comment t'organises-tu avec toutes ces activités? Alors c'est vrai qu'on peut se dire que je fais énormément de choses et du coup c'est compliqué par rapport au ratio perso-pro. Alors sans vous mentir, c'est vrai que depuis 5 ans, je me consacre entièrement surtout à l'école, après aux autres activités maintenant, mais l'école aujourd'hui prend 80% de mon temps professionnel. Pour monter ce projet, c'est vrai qu'il y a une forme de sacrifice, ça, je vais pas vous mentir. C'est-à-dire que c'est du non-stop, il n'y a pas de vacances pendant des années, c'est du 60-70 heures par semaine, c'est des nuits, c'est des jours, donc il n'y a pas vraiment de place. C'est vrai, je me suis... mais c'est le projet que j'ai choisi, mais en tout cas, j'ai vraiment validé le fait que pendant des années, je mettais ma vie perso, tout ça de côté, et que je me consacrais à 100% au projet. C'était la volonté que j'avais, c'était la passion que j'avais à ce moment-là, et c'était mon envie effectivement à ce moment-là. Aujourd'hui, donc l'école est montée, elle fonctionne très bien, ça roule entre guillemets, même si on est toujours en train de développer, de chercher, de continuer à la faire évoluer. Mais c'est vrai que finalement, aujourd'hui, je suis vraiment à un carrefour où je cherche maintenant à avoir un équilibre avec le perso. C'est vrai que jusqu'à maintenant, non, sincèrement. Jusqu'à maintenant, c'était le pro. Et le perso, bien sûr, à côté, c'était vraiment pas ma priorité, c'était de côté. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que je trouve un équilibre. Le projet, il est là où je veux l'emmener, même si on va aller encore plus loin. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui commence vraiment à se créer parce que les premiers temps d'une entreprise, c'est compliqué. Tous les entrepreneurs pourront vous le dire. Il y a une forme de sacrifice qui est très importante que ne voient pas forcément les gens. Mais par contre, c'est vraiment pas de sacrifice et on ne se paye pas au début. Hein, ça, c'est une réalité. Donc, il faut le savoir. Et après, au bout d'un moment, quand effectivement le projet s'installe, bah là, on cherche son équilibre. Et moi, je suis vraiment dans cette phase-là aujourd'hui, c'est-à-dire que je cherche mon équilibre. Le week-end, je fais en sorte de plus travailler, ce qui est énorme pour moi depuis 5 ans. Ça va être la première fois. Là, je vais prendre mes premières vraies vacances aussi, du coup, cet été. Et le but, c'est qu'à partir de maintenant, ce soit comme ça. C'est-à-dire que j'ai atteint ce que je voulais et maintenant, je réorganise ma vie. J'ai commencé dans le planning à me faire des moments où je travaille pas. Par exemple, au même titre qu'un rendez-vous professionnel, aller chez le coiffeur, aller boire un café, aller me promener. Justement, même psychologiquement, me dire, maintenant, je suis arrivée où je voulais arriver. Il faut que ma vie perso aussi soit à l'équilibre. C'est important parce que c'est ce qui va faire aussi que le projet tient sur le long terme. Parce que c'est pas une course de fond, hein, il faut tenir vraiment sur le long terme. Alors même si au début, on est vraiment dans le sprint, mais après, au bout d'un moment, il faut trouver un équilibre, il faut se sentir bien. Parce que si on n'est pas bien de manière globale, le projet va s'en ressentir. Donc ça, c'est assez important aussi. Après, ce qui est compliqué à comprendre aussi pour les gens, c'est que c'est une passion vraiment. Donc en fait, moi, je considère tout ce que je fais, je le considère pas comme entre guillemets un labeur, pas un métier, mais quelque chose qu'il faut faire parce que voilà. C'est-à-dire que même si je pars en vacances ou que je me repose, j'ai besoin de créer, j'ai besoin d'imaginer, j'ai besoin de prendre un calepin, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de réfléchir à de nouvelles choses. Donc finalement, je travaille toujours plus ou moins. Voilà. Et c'est ça qui est difficile à comprendre pour les gens. Il n'y a pas vraiment cette séparation. Même si aujourd'hui, j'essaye de trouver un équilibre, mais c'est pas aussi évident que boulot perso. C'est un mode de vie, en fait, hein, aujourd'hui. Qu'est-ce que le projet t'a apporté? Alors, du coup, ça fait 5-6 ans maintenant, depuis le début du projet, que je suis rentrée à la M3E. Et c'est vrai que ça m'a apporté énormément. En 5-6 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu le double, voire le triple. C'était extrêmement intense encore aujourd'hui. Hein, je cours partout. Mais c'est vrai que ça m'a appris énormément de choses de manière assez large, hein, sur la vie déjà, les relations humaines. Le fait aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On pense souvent qu'on est bridé ou qu'on ne peut rien faire. Et puis moi, au final...
j'ai eu une idée de faire une école de design un jour. Aujourd'hui, elle existe. Il y a une enseigne, il y a un local, il y a des étudiants. Donc déjà, ça m'a appris une première chose, c'est que, entre guillemets, tout est possible. Alors, peut-être pas de la manière dont on l'a imaginé de A à Z, hein, puisqu'après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Par contre, si on veut faire quelque chose et vraiment qu'on s'en donne les moyens et qu'on travaille, il n'y a pas de secret, hein, il faut vraiment travailler. C'est pas en travaillant un petit peu et « Ah mince, j'y arrive pas, j'arrête ». C'est vraiment un travail de longue haleine. Mais si vraiment on a quelque chose qui est très fort et qu'on a envie de faire dans la vie, pour moi, on peut y arriver. Voilà, ça c'est la première chose que ça m'a appris, c'est justement de pouvoir réaliser ce projet qui paraissait fou au début et qui aujourd'hui existe. Donc ça c'est assez important. Sur les relations humaines, ça m'a appris tout ce qu'on connaît. Je pense que ça m'a vieilli de quelques années quelque part en plus parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris la jalousie, l'envie, les bâtons dans les roues et en même temps les choses très positives, la confiance de personnes que je connais à peine et qui m'ont vraiment donné une confiance presque aveugle, la bienveillance, l'ouverture d'esprit. Donc c'est vraiment une accélération de vie finalement de monter un projet comme ça. Voilà, ça m'a appris aussi qu'il fallait s'entourer des bonnes personnes, ça c'est super important. Dans un projet, c'est l'équipe, c'est-à-dire qu'on fait rien seul pour moi. On peut être, voilà, on a les idées, la locomotive, mais on fait rien tout seul. Le projet, il est commun. Et c'est très important de s'entourer des personnes en qui on a confiance, avec qui on a la même vision aussi. Ça, c'est très important, s'entourer des bonnes personnes. Après, ça a développé des compétences, je pense que j'avais déjà, mais qui ont été exacerbées. Je suis quelqu'un de très bienveillant, à l'écoute des autres. Donc, en fait, dans ce projet-là, c'est un peu à son paroxysme. Hein. Tous les jours, je pratique ce soft skills-là. L'esprit d'équipe, bien sûr, par les personnes avec qui je me suis entourée, les enseignants, etc. Ça, c'est assez important. Ça m'a appris aussi beaucoup à voir en fait le potentiel chez chacun. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre... Je parle des étudiants parce qu'ils sont vraiment au cœur du projet. Hein. Quand je rencontre des étudiants, souvent au début, il n'y a pas forcément confiance en soi, etc. C'est vrai que c'est la majorité des étudiants. J'apprends toujours, et c'est de plus en plus évident, à voir le potentiel. C'est toujours des diamants bruts. On le voit, ils ne veulent pas le mettre en avant au premier coup d'œil, mais moi, comme ça m'a appris, c'est que tout le monde est capable en fait, de faire des choses merveilleuses. Il faut donner confiance en soi, il faut que la personne en ait envie aussi, bien évidemment. Mais en fait, ça m'a vraiment appris que le potentiel, il est partout et qu'il ne faut vraiment pas s'arrêter à se dire lui, il est pas capable de ça, elle est capable de ça, c'est pas vrai. À partir du moment où vous tendez la main à quelqu'un, vous lui donnez de la confiance et que la personne est réceptive et qu'elle a envie aussi, hein, parce qu'il faut que c'est des deux côtés. Hein, et à partir de ce moment-là, la personne est capable de faire des choses extraordinaires. Nous, on a eu des étudiants qui se sont révélés, qui au début, même nous disaient, j'arriverai jamais, je suis nulle, etc. Et en fait, au fur et à mesure, ils se sont tellement épanouis qu'on a eu des félicitations de partout, d'entrepreneurs. Ils ont poursuivi leurs études dans des écoles, même à l'étranger. J'ai les directeurs d'école, il n'y a pas très longtemps, un directeur d'école en Inde, d'une étudiante qui est en Inde, qui m'a appelé, votre étudiante, elle est fantastique. Alors c'était une étudiante qui n'avait pas du tout confiance en elle au début. Donc ça m'a vraiment appris ça, je pense, c'est de se dire que tout le monde est capable, vraiment. Mais il faut, tendre la main et déceler. Et ça, c'est assez beau. Et en même temps, c'est triste parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des potentiels de fous. Et quand on leur a pas tendu la main, finalement, ils vont être, entre guillemets, se diriger vers des choses où ils vont être frustrés et le potentiel n'aura pas été utilisé. Donc, c'est vraiment ça que ça m'a appris aussi à travers ce projet-là. Et je suis sûre que j'ai encore plein de choses à apprendre, en tout cas. Peux-tu nous présenter Suf Design en une phrase ? Design, c'est une école supérieure de design. Donc, elle va former en 3 ans des étudiants au métier de la création, donc notamment au métier du design produit durable, au métier du design d'espace, tout ce qui est aménagement urbain, mais aussi aménagement intérieur, les métiers du graphisme et du branding, à travers la création d'identité de marque. Et après, vous avez les métiers du vêtement, donc le vêtement qui n'est pas uniquement dans la mode, mais ça va être aussi le vêtement technique, le vêtement innovant. Donc, on s'est positionné sur ces 4 grands métiers. Donc, c'est une école qui est très orientée sur le côté professionnel, ça c'est super important. En première année, les étudiants ont des projets avec des entreprises. En deuxième et troisième année, c'est stages et projets. Et puis à la fin des troisième années, ils ont le choix. Soit ils travaillent, ils s'installent, ils sont salariés, ils montent leur boîte ou encore les deux. Ou alors ils peuvent poursuivre leurs études en master
Pour l'instant, c'est sur le continent. Peut-être plus tard, ce sera chez nous. En tout cas, voilà, c'est une école qui est vraiment dédiée à la créativité, à l'innovation, qui est là aussi pour le territoire corse. C'est important. On ne forme pas que des designers pour la Corse, puisqu'après, ils vont où ils veulent. Mais c'est vrai que c'est un outil pour nous, pour le territoire, parce qu'on va travailler avec des entreprises, des associations, des institutions. On va développer des projets, amener le design aussi en Corse. Donc, c'est vraiment toute la philosophie, finalement, de l'école. Elle est tournée autour de ces disciplines. C'était votre nouvelle série Capsule, produite par Podcast et la M3E et financée par la M3E et BPI France. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et nous conseiller de nouvelles personnes à interroger. Vous pouvez également mettre une note à ce podcast pour nous soutenir et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très vite pour une nouvelle interview. Bye.